dans le cadre de notre webinaire pour l'opération mentorat d'urgence du collectif Mentorat. Je vais animer cet atelier avec ma collègue Lorraine aussi. Bonjour à tous. On a pour invité deux intervenantes que je vais vous présenter très rapidement. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de notre thématique d'aujourd'hui, je vais vous repréciser quelques éléments de contexte de l'opération mentorat d'urgence et aussi évoquer quelques grandes lignes pour que ce webinaire se passe le mieux possible. Donc, je vais vous dire comment marche ce webinaire et quels sont ceux qui ont eu lieu et comment les retrouver, puisque chaque webinaire est enregistré, donc vous pouvez y avoir accès pour ceux qui doivent partir en cours de route ou ceux qui n'ont pas pu y participer. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que du coup, ceux qui ne souhaitent pas être enregistrés, vous pouvez du coup couper vos caméras. Désolée, c'est un petit peu strict, mais du coup, c'est comme ça qu'on fonctionne. Je vais vous inviter aussi à couper vos micros. Donc là, je pense que c'est le cas pour tout le monde, c'est super, mais ça va permettre de se concentrer uniquement sur la personne ou les quelques personnes qui parlent et de ne pas être dérangé par les bruits de fond. Je vais vous inviter aussi à ne pas hésiter à utiliser le chat interne. Alors, je ne sais pas si tout le monde le voit, mais on a déjà commencé à parler un petit peu dedans. Il est en haut à droite de votre écran. Il y a un onglet participants et à côté un onglet chat sur lequel que vous pouvez utiliser pour poser vos questions en direct, etc. Donc vraiment, encore une fois, n'hésitez pas à l'utiliser. Avec ma collègue, on va vous répondre en direct, on prendra vos questions, etc. Donc ce sera notre manière de communiquer. Je vais représenter peut-être très brièvement le collectif Mentorat, donc qui mène cette opération mentorat d'urgence. Le collectif Mentorat, c'est un regroupement de 8 structures nationales. Pour les nommer, du coup, il y a l'AFEV, Article 1, Chemin d'avenir, l'Entraide scolaire amicale, l'Institut Télémac, Nos quartiers ont du talent, Proxité et Socrate. Donc ces 8 structures font toutes du mentorat dans leur activité. Et ces 8 associations ont décidé en 2019 de mettre en commun et en synergie leurs ressources et leurs expertises et de travailler à la complémentarité de leurs actions. Donc, nous mobilisons en période habituelle 22 000 mentors, notamment grâce au soutien du ministère de l'Éducation nationale et de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, de façon locale et de façon nationale. Nous sommes majoritairement présents dans les quartiers populaires et dans les zones rurales ou les petites et moyennes villes. Et toutes les associations du collectif Mentorat se sont mobilisées pendant la crise sanitaire et le confinement et ont adapté leurs ressources au suivi à distance. Et donc, ce pourquoi on est là, cette opération qu'on a lancée il y a à peu près maintenant un mois, qui est l'opération Mentorat d'urgence. Donc, toutes les semaines, on vous propose, dans le cadre de cette opération, un webinaire qui traite de différents sujets de l'accompagnement des enfants et des jeunes pour vous guider et vous nourrir dans votre mission de mentor d'urgence. Je vais rapidement revenir sur les webinaires qui ont eu lieu par le passé. Le premier était sur une thématique assez large puisqu'il abordait votre rôle en tant que bénévole. Comment j'adapte, quelle posture je dois avoir en tant que mentor d'urgence et comment je l'adapte. La deuxième thématique était liée à l'orientation des jeunes, notamment elle faisait écho à la réforme du bac, etc. et comment accompagner finalement un jeune en pleine décision dans son avenir. Le troisième enjeu qui a été, troisième webinaire qui a eu lieu la semaine dernière, puisqu'ils ont lieu tous les mercredis midi, il traitait de l'enjeu du lien avec la famille. Et il visait du coup à vous donner quelques conseils pour développer les liens avec la famille et faire le lien notamment avec l'école, le collège ou le lycée. Et donc aujourd'hui, nous voici réunis pour le 4e webinaire qui va porter sur la motivation, les questions de motivation du jeune et de l'enfant, c'est-à-dire comment les accompagner dans leurs apprentissages et comment agir sur leur motivation. Ça, c'est pour le contexte des webinaires. Donc, la semaine prochaine, il va y en avoir un. J'y reviendrai en conclusion de ce webinaire.
En tout cas, je souhaite vraiment vous remercier encore sincèrement au nom de tout le collectif du mentorat parce que voilà, vous êtes engagés dans des circonstances inédites en cette période de crise. C'est important de savoir évidemment de s'adapter au contexte. Et donc, à travers ces webinaires, on aborde les enjeux principaux liés à l'accompagnement des enfants et des jeunes, comment ces enjeux se posent et comment surtout les traiter en distanciel, car les modalités d'interaction sont évidemment différentes. J'ai bientôt fini de parler, je vais laisser la parole, mais peut-être juste encore quelques mots, notamment pour vous partager les ressources que le collectif Mentorat vous met à disposition. Je ne sais pas si vous avez tous connaissance de notre site, lementorat.fr. Donc là, je vais vous mettre le lien dans le chat. Vous allez pouvoir y avoir accès. Je vois d'ailleurs que Corinne Fort, vous êtes en train de partager votre écran. Donc, je vais vous demander d'arrêter de le partager puisque je vais partager le mien, si ça vous va. Alors, partager. Vous me direz si vous allez bien arriver à le voir. Normalement, ça marche. Je crois que c'est bon. Alors, donc, vous voyez que sur mon écran, je suis sur le site du mentorat. Je vous invite à fouiller, vous avez plusieurs onglets, notamment un onglet qui peut particulièrement vous intéresser, qui regroupe les ressources qu'on vous met à disposition. Donc, sur ces ressources, vous avez beaucoup d'onglets thématiques, répartis par thématique. Et ici, vous trouverez tous les webinaires enregistrés, donc le premier, le deuxième et le troisième, celui qui va être enregistré aujourd'hui, et ainsi de suite pour les prochains webinaires. Donc, n'hésitez pas à aller fouiller dans cette rubrique et sur notre site pour trouver des ressources d'accompagnement. Voilà, je vais arrêter le partage. Voilà. Donc aujourd'hui, on va aller jusqu'à 13h30 environ. On va parler de la motivation des jeunes. Juste un élément de rappel du contexte. La plupart d'entre vous même ont déjà commencé leur relation de mentorat. D'autres sont encore en attente d'un enfant ou d'un jeune à accompagner. Juste pour vous expliquer très rapidement et nous excuser aussi, on dépend des structures relais qui ont pour charge de vous connecter avec leur public, donc de vous mettre en lien avec des jeunes ou des enfants. Ces structures relais, c'est des écoles, des collèges, des lycées, des programmes de réussite éducative, des associations qui sont au contact des jeunes. Si vous n'avez pas été encore mis en lien et mis en contact, ça ne saurait tarder, parce qu'il faut évidemment garder en tête que les équipes pédagogiques et les établissements sont très chargé au niveau de la reprise, etc., du déconfinement. Donc voilà, c'est juste une question de temps et ça ne saurait tarder. Et si ça persiste, évidemment, je vous invite à nous envoyer un mail à l'adresse contact@lementorat.fr, donc que je vais mettre dans le chat aussi, pour nous donner votre nom et prénom et qu'on fasse un suivi un peu plus personnalisé. Voilà, j'ai assez parlé. Je vais passer rapidement la parole à nos deux intervenantes qui sont là, donc que je remercie beaucoup, Madame Annette Gien et Madame Françoise Delaspre. Pour vous présenter rapidement les deux intervenantes, donc Annette Gien est professeure des écoles. Elle est formatrice dans le premier degré. Elle est inspectrice de l'éducation nationale dans le premier degré aussi. Et elle est chargée notamment de la mission prévention de l'illettrisme dans l'Académie de Dijon. L'Académie de Dijon est particulièrement connue aussi, vous me compléterez Madame Gien si je dis des erreurs, par sa ruralité et ses territoires isolés et éloignés. Et donc la deuxième intervenante, Madame Françoise Delaspre, qui est professeure au collège et au lycée, qui notamment copilote un groupe de formation en premier et second degré et qui est inspectrice d'académie et inspectrice pédagogie régionale. Toutes les deux sont notamment aussi chargées de la mission ruralité dans l'académie de Dijon.
Voilà, donc je vais vous laisser compléter cette présentation si évidemment. Vous pouvez prendre la parole en désactivant du coup votre micro. Et puis après, je vais vous poser quelques questions pour que vous nous témoigniez de votre expérience. Écoutez, bonjour à tous, et puis je pense que pour ma présentation, c'est suffisant et on peut entrer dans le vif du sujet, si j'ose dire. Merci. Oui, bonjour, même chose me concernant, aucun souci, rien à ajouter à votre présentation, c'est parfait. Super. Alors, je vais commencer par aborder quelques questions, poser quelques questions aux intervenantes. Encore une fois, n'hésitez pas à rebondir dans le chat, n'hésitez pas si certaines choses font écho à ce que vous vivez, si vous avez envie de réagir ou quoi que ce soit. On est là avec Lorraine pour faire le lien entre vous et les intervenantes. Et c'est aussi évidemment un moment pour vous de ne pas hésiter à poser vos questions ou d'avoir en tout cas des conseils d'experts et d'acteurs terrain. Alors, la première question qui concerne donc la motivation des jeunes, c'est tout simplement quels sont les mécanismes et les sources de motivation des enfants et des jeunes en situation d'apprentissage. Je vous laisse la parole, peut-être comme vous voulez, Françoise Delattre et Anna Gien. On a la chance d'avoir les deux points de vue, donc l'élémentaire, le primaire, le secondaire et le primaire. Donc c'est assez chouette et profitons-en de les avoir toutes les deux réunies. Alors, Annette, on va peut-être. Je te laisse commencer, Annette, c'est plus logique. Voilà, c'est plus logique. Donc, effectivement, par rapport à la question que vous posez, je crois que la motivation d'un jeune enfant, puisque là, on va s'adresser à de jeunes enfants entre approximativement 5-6 ans jusqu'à 11 ans, je crois que ce qu'il faut vraiment, mais vraiment bien avoir en tête pour motiver ces jeunes enfants, c'est qu'en fait, l'enseignement dans le premier degré repose sur 3 verbes d'action, si j'ose dire. Et 3 verbes d'action qui vont vraiment fonder la motivation du jeune. Alors, premier verbe d'action, il s'agit pour les jeunes enfants, si vous voulez les motiver, si vous voulez éveiller leur intérêt, il s'agit d'abord de les faire manipuler. C'est-à-dire que on ne commence jamais un apprentissage sèchement, si j'ose dire, mais on contextualise toujours cet enseignement et on fait manipuler les enfants. Alors, par exemple, si j'illustre très rapidement, face à un énoncé de problème, on demandera à l'enfant de raconter l'histoire de ce problème avec ses propres mots. Donc, il va restituer, on part de ce qu'il sait, de ce qu'il retient, de ce qu'il a compris ou qu'il n'a pas compris éventuellement. On peut également le faire manipuler avec des cubes, avec du matériel. Et puis ensuite, par rapport à cette manipulation, quand on l'aura, si j'ose dire, quand on aura ancré l'apprentissage dans une situation concrète, on pourra à ce moment-là, parallèlement, le faire verbaliser. Là, c'est vraiment le deuxième verbe d'action qui est fondamental dans le premier degré. Il s'agit de faire verbaliser les enfants. Les faire verbaliser, c'est-à-dire leur donner la parole et les accompagner par ce qu'on appelle quelque part un dialogue pédagogique et accompagner progressivement l'enfant en le faisant parler, en reprenant, en lui demandant de préciser sa pensée, de manière à soutenir son intérêt, son attention et donc sa motivation. Et puis, troisième verbe essentiel dans le premier degré, non seulement on a manipulé, on a fait verbaliser et en même temps, ce faisant, on va aller vers l'abstraction. Donc, troisième verbe d'action essentiel, il s'agit du verbe abstraire, c'est-à-dire que progressivement,
On va partir d'une situation quotidienne, une situation de vie, une manipulation, et progressivement, grâce aux échanges interactifs, langagiers avec l'enfant, on va le mener, on va le conduire vers la connaissance. Voilà. Si je caricature et si je vais très très vite pour le premier degré. Merci beaucoup pour ce témoignage qui nous éclaire. Peut-être que Madame Delaspre, vous pouvez ajouter ou en tout cas adapter au collège et au lycée. Oui, absolument. Donc, je dirais que bien évidemment, ces principes énoncés par Annette Gien se retrouvent au collège et au lycée. J'ajouterai un point qui est valable d'ailleurs dans le premier degré, mais qui va devenir de plus en plus important au fur et à mesure qu'on avance vers la classe de terminale. C'est aussi lorsque l'on fait verbaliser aux jeunes, partir systématiquement de ce qu'il sait et de ses représentations du sujet abordé. Je vous donne un exemple simple. Vous avez à revoir avec un élève de première la Révolution française. Or, il se trouve que la Révolution française a déjà été vue en quatrième, elle a déjà été vue dans le premier degré. Ce jeune a certainement vu des films, peut-être a-t-il joué à des jeux vidéo, je pense à Assassin's Creed, par exemple, des tas de situations qui l'ont mis en présence d'éléments de connaissance et de représentation aussi, éventuellement fausses d'ailleurs, et à démonter. Mais je pense que puisque notre sujet est la motivation, il faut absolument ancrer le sujet que l'on aborde dans ce que le jeune a déjà engrangé. Et ça ne peut faire sens ensuite et motiver que parce qu'on s'inscrit dans ce continuum d'apprentissage. Ça me paraît très, très important. Je l'ai expérimenté en classe de seconde, quand la Révolution française était en seconde, de m'apercevoir qu'en sollicitant une classe, on pouvait pratiquement remettre en place toute la chronologie de la Révolution française et finalement pour pouvoir passer à un niveau supérieur d'apprentissage. Ça me paraît un point très important lorsqu'on parle de jeunes plus âgés et qui ont déjà construit un certain nombre d'apprentissages. On le sait tous comme anciens élèves, il n'y a rien de plus épouvantable que ces profs qui recommencent tout à zéro comme si on n'avait jamais rien appris et ça ne fait pas sens. Voilà. Je voulais peut-être abonder aussi dans ce qu'a dit déjà Annette, l'interaction, l'activité avec vous, les mentors, me semble absolument essentielle, surtout que nous sommes dans cette période de confinement, post-confinement. Il y a encore peu d'élèves qui ont la chance de retourner en classe. Tout dépend bien évidemment leur niveau de classe. Mais je lisais dans un article de Libération il y a 2 jours d'un professeur de sociologie qui est directeur de recherche au CNRS qu'il parlait d'un effet que je ne connaissais pas sous ce nom, le Summer Learning Loss Effect, c'est-à-dire le fait qu'il y a cette sensation, et ça n'est pas qu'une sensation, d'avoir beaucoup perdu pendant la période des vacances scolaires. Et là, on va se retrouver devant cet effet un petit peu décuplé et qui est évidemment encore accru du fait du gradient social, c'est-à-dire que plus on est loin de l'école, plus il y a cette déperdition. Donc, raison de plus pour aller chercher dans ce que le jeune a déjà comme apprentissage dans son bagage, je dirais. Voilà ce que je voulais ajouter dans un premier temps. Toujours partir de là, parce que ça, c'est vraiment motivant, se centrer sur ce bagage que constitue l'élève. Complètement. Merci beaucoup. Est-ce que ça fait écho à ce que certains ou certaines d'entre vous vivent? Est-ce que vous avez des retours à nous faire sur les… Voilà,
quelles pratiques vous avez identifiées pour justement susciter la motivation chez vos jeunes, ou comment ça se passe. Effectivement, il ne faut pas non plus oublier les éléments de contexte suivants, c'est-à-dire que malgré les annonces ministérielles sur la reprise des établissements, il y a encore aujourd'hui beaucoup de jeunes qui n'ont pas repris. Vous m'arrêtez si je fais des erreurs, mais j'ai l'impression que c'est vraiment minime, ou en tout cas ça réouvre progressivement, et qu'il y a beaucoup de jeunes, et notamment dans les zones oranges, qui n'ont pas encore repris. La priorité étant donnée à l'élémentaire et au 6e, 5e. Aujourd'hui, les 4e, 3e, pour la plupart, n'ont pas encore repris. Et effectivement, c'est très différent quand on parle d'un quartier prioritaire de la ville, ou bien d'une zone rurale, etc. Et voilà, faut vraiment garder en tête que le contexte dans lequel est le jeune peut être difficile et déstabilisant, et ça ajoute un obstacle supplémentaire, on va dire, au développement de sa motivation, et c'est en ça d'ailleurs que vous avez un rôle crucial, en étant potentiellement une fenêtre sur l'extérieur, et en l'accompagnant dans ses réflexions, dans le lien avec l'école, en fait. Parce que globalement, tous ces jeunes et tous ces enfants, ce qui les rassemble, c'est le risque de rupture pédagogique. Et vous êtes là comme étant une partie de la solution aussi, évidemment aux côtés de tout le travail déjà fait par les établissements sur le terrain. Mais voilà, je pense que vous avez un rôle assez essentiel à ce niveau-là. Alors peut-être aussi, si je complète les propos de Françoise Delaspre et les vôtres, je pense aussi qu'il faut que le mentor, par rapport à la situation de déstabilisation que vivent certains enfants, parce que nous avons effectivement ceux qui reviennent à l'école, mais on a ceux qui ne reviennent pas. Et c'est vrai que par rapport au distanciel, puisque les enseignants continuent le distanciel actuellement, tout en assurant le présentiel, je crois que vraiment, si j'étais mentor, je pense que la première idée, ce qu'il faut vraiment installer, c'est la confiance entre l'enfant, le jeune enfant et le mentor. Et comme le disait Françoise quand elle parlait des représentations, quand elle parlait de ce qu'on a déjà appris, je crois qu'il faut d'abord, dans un premier temps, faire connaissance avec l'enfant, lui demander, peut-être lui demander de raconter un petit peu comment il a vécu le confinement, ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il a appris pendant le confinement, parce que même si on a été en dehors de l'école, si j'ose dire, on a pu malgré tout construire certains apprentissages avec le distanciel. Je pense qu'il faut déjà apprivoiser, entre guillemets, cet enfant, lui montrer toute la disponibilité que l'on a pour lui et le rassurer. Parce que sincèrement, je passe dans les écoles actuellement, et je vois certains enfants, ceux qui ont la chance d'être revenus à l'école, je vois certains enfants, par exemple, l'autre jour, j'ai vu une enfant éclater en sanglots en CE1 parce qu'elle ne savait plus écrire. C'est-à-dire qu'elle avait perdu les réflexes du geste d'écriture. Et bien là, je pense que actuellement dans les écoles, et comme les mentors, je pense qu'il faut vraiment rassurer et puis demander à l'enfant la manière qu'il a eu de vivre ce confinement. Et ensuite, je crois qu'il y a quelque part un lien de confiance qui va s'établir. Il est majeur, ce lien de confiance, cette disponibilité et cette ouverture à l'enfant que l'on va devoir témoigner. Merci beaucoup. Ouais, complètement. Et je pense effectivement que repartir de des questions qui peuvent paraître assez banales, mais qui en tout cas amorcent les échanges et contribuent à vraiment constituer une relation de confiance avec l'enfant, c'est de savoir comment ils ont vécu le confinement, ce qu'ils ont appris. Bien souvent, ils ont fait beaucoup d'apprentissage par eux-mêmes
parce que le confinement a poussé à la créativité aussi, et qu'il y a énormément de choses à tirer de cette période-là, même si ils ne s'en rendent pas forcément compte puisqu'ils n'ont pas vraiment le recul nécessaire. Mais en tout cas, je pense que les inviter à parler eux-mêmes de comment ils ont occupé leur temps, comment ils se sont adaptés à la situation, etc. Ça peut être aussi une très bonne base pour suivre les échanges. Si je peux me permettre, oui. Laura, Julie nous dit « rassurer quitte à en faire trop ». Je pense que l'idée, c'est plutôt d'échanger avec les jeunes pour savoir comment ils l'ont vécu, comment ça s'est passé pour eux, essayer d'être rassurant dans la mesure du possible. Pour autant, on ne doit pas non plus négliger cette crise sanitaire qu'on a traversée, qui pour le coup est réelle. Alors après, il faut adapter son vocabulaire, il faut aussi pouvoir se mettre à la hauteur du jeune, et je pense que ça, c'est vraiment le plus important dans le discours. Et il existe notamment des ressources à ce sujet-là pour pouvoir parler de la crise sanitaire, de la maladie, etc., suivant l'âge du jeune. Et donc, je pense que ça, c'est des choses, par exemple, qu'on pourrait vous partager si vous le souhaitez. Oui, moi j'ajouterais peut-être un élément, et c'est aussi une réponse à une question posée dans le chat par Léo. Club Nancy, ne pensez-vous pas que ce sentiment de ne pas avoir appris pendant les vacances, c'est parce que ça reste très ancré dans les esprits que le seul lieu d'apprentissage, c'est souvent l'école? Et ça me fait penser toujours à cet article de Libé, je vous donnerai le lien pour le coup parce qu'il est vraiment intéressant, l'article de ce sociologue qui dit que pendant cette période du confinement, le rapport à l'école a été altéré. Or, ce rapport à l'école, il est particulièrement compliqué quand on est loin de l'école. Cette idée que tout s'apprend à l'école ou que rien ne s'apprend à l'école, bien évidemment, c'est les deux. Et on sait très bien que les jeunes qui sont en réussite apprennent énormément dans leur milieu familial, social, etc. Donc, voilà, c'est pour abonder dans votre sens, bien sûr que l'école n'est pas le seul lieu d'apprentissage, et c'est aussi ce que disait Lorraine, partir peut-être du vécu, et cela quel que soit l'âge du vécu pendant la crise sanitaire, ça me paraît valable pratiquement, et pour motiver dans toutes les disciplines. On peut utiliser des textes, des photos, des graphiques, de l'écriture, des chiffres pour faire des mathématiques, de la cartographie en histoire, géographie, et on vous a donné un document avec des liens où vous trouverez des pistes, parce que partir de là, ça peut être un élément de motivation. Travailler des mathématiques ou du français ou de l'histoire géo à partir de ce qu'ils sont en train de vivre, ça me semble aussi très, très motivant. Et toujours pour compléter par rapport à la question de Léo, je pense que cette période de confinement et de déconfinement, je pense que ce sera l'occasion, à mon avis, d'élucider le rôle de l'école, parce que la culture scolaire, le rôle de l'école n'est peut-être pas toujours évident pour tous les milieux, toutes les catégories socio-professionnelles. Et c'est vrai que finalement, profiter de ce temps où l'école a été fermée pour effectivement revoir avec l'enfant, mais finalement, à quoi sert l'école? Qu'est-ce que ça me permet, hein? Puisque finalement, l'école, on voit bien, j'ai vu avec quelques enfants, c'est vrai que pour eux, l'école faisait partie de leur univers. L'école était là et l'école avait toujours été là. Or, à ce moment, l'école a disparu. Il n'y a plus ce repère qui finalement organise toute la société, on l'a bien vu, hein, et je pense que c'est vraiment très important de montrer le rôle de l'école, et puis finalement de faire dire à l'enfant, mais finalement tu vois,
tu n'es pas allé à l'école, mais tu as appris grâce à ta maîtresse ou grâce à ton maître. Et qu'est-ce que tu as appris? Et puis, tirer le fil et lui dire qu'effectivement, lui aussi est capable de faire des apprentissages et il va faire ses apprentissages avec un mentor et du coup expliquer le rôle du mentor. Et là, pour le coup, pour la motivation de l'enfant ou du jeune, on arrive là à l'explicitation, hein, c'est-à-dire tant à l'explicitation du rôle de chacun que l'explicitation des apprentissages et du rôle de l'école. Et je pense que là, on n'est jamais suffisamment, comment dire, précis. En tout cas, on fait comme si ça allait de soi, cette culture scolaire. Or, on sait bien qu'elle ne va pas de soi. Et moi, je pense qu'il faudrait vraiment profiter de cette période pour pouvoir justement expliciter et pour le coup, embarquer, engager l'enfant sur le chemin des apprentissages. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je vais vous poser une deuxième question, même si vous nous en avez un petit peu parlé lors de la première. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de bonnes pratiques que vous utilisez pour susciter la motivation des jeunes et surtout la maintenir sur le long terme? Alors, des bonnes pratiques, la maintenir. J'imagine que c'est très large, mais peut-être que vous pouvez en cibler une ou deux ou en tout cas, voilà, une ou deux particulièrement qui a particulièrement de sens par rapport au contexte qu'on vit et que potentiellement les mentors pourraient reprendre dans le cadre de leurs échanges. Bon, moi je pense que, alors on va redire peut-être, hein, mais peut-être d'une autre manière, hein, parce que Françoise en a parlé. Je crois que d'abord, il faut énoncer clairement le contexte et énoncer à l'enfant clairement ce qu'il va apprendre sous forme simple, hein. C'est-à-dire que, par exemple, on ne peut pas engager un temps de travail avec l'enfant sans lui dire ce qu'il va apprendre, la manière dont on va s'y prendre, et puis finalement, troisième temps, comment il va pouvoir vérifier ce qu'il a appris. Et ça, là, on va tendre quelque part vers l'auto-évaluation, hein. C'est-à-dire que avec un enfant, d'abord, c'est pas face à un enfant, mais c'est avec un enfant, hein, qu'on apprend, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour déverser un contenu. Et je pense que déjà, lui dire clairement, écoute, ce soir, nous allons, par exemple, apprendre le présent des verbes du premier groupe. Bon, on énonce clairement l'objectif. Ensuite, il va y avoir, comme on l'a dit, manipulation, verbalisation et abstraction. Et puis, ensuite, effectivement, il y aura, on énoncera avec lui des critères de réussite de manière à ce qu'il soit motivé de bout en bout et qu'il puisse voir le résultat de son apprentissage. Ça me paraît vraiment fondamental. De la même manière, je crois que ce qui peut aussi soutenir sa motivation, c'est le fait de donner du sens aux apprentissages. Donner du sens aux apprentissages, c'est-à-dire à certains moments, eh bien, dire à l'enfant que ce qu'il est en train d'apprendre, par exemple, je ne sais pas moi, la technique opératoire de l'addition, de la multiplication, eh bien, ça va lui servir ensuite à résoudre des problèmes en mathématiques, hein. Donc, donner du sens aux apprentissages et qu'il fasse bien le lien entre les différents apprentissages qu'on est en train de mener avec lui. Je crois que ça, c'est fondamental parce que lui dire aussi, par exemple, lui lancer un défi. Écoute, aujourd'hui, on est lundi, voilà, on a revu telle et telle leçon. Eh bien, moi, pour la prochaine fois, pour mon prochain rendez-vous, je te donne un défi, je te lance un défi. Est-ce que tu seras capable, par exemple, je ne sais pas, je dis n'importe quoi et c'est sans doute pas un bon exemple, de relever une vingtaine de verbes du premier groupe, par exemple. Et ça, la prochaine fois, te rapportera
ta collecte, ton trésor de verbes du premier groupe et on regardera ensemble, on vérifiera ensemble, eh bien, si tu ne t'es pas trompé. Et puis, dernier point pour soutenir la motivation du jeune enfant, justement, quand j'ai dit nous vérifierons si tu ne t'es pas trompé, je crois aussi que ce qui est fondamental, c'est qu'il comprenne bien qu'il a le droit de se tromper. Et que c'est justement grâce à ses erreurs, en exploitant ses erreurs, qu'il va continuer d'apprendre. C'est ce qu'on appelle, dans notre jargon, Françoise, le statut de l'erreur. Hein. Mais là, véritablement, il faut associer et faire en sorte qu'il puisse analyser et ensuite, bien sûr, corriger ses erreurs. Alors, même si c'est un peu caricatural, hein, tout ce que je pose là. Hein. Si je peux revenir sur ce que vient de dire Annette pour les plus grands, sur l'explicitation, c'est vraiment un point très, très, très crucial dans ce rapport que vous allez nouer avec un élève, avec un jeune. Et finalement, pour vous l'expliquer simplement, moi, c'est ce que je dis souvent aux jeunes stagiaires d'histoire-géographie dont j'ai à m'occuper, je leur dis finalement, vous devez absolument expliciter tout ce que vous auriez aimé que le professeur vous dise en début de séance ou en cours de séance et qu'il ne dit pas parce que ça relève pour lui de l'évidence. Vous voyez, je prends un exemple, faire l'introduction d'une composition en histoire. Voilà, combien d'entre nous ont eu une copie qui nous a été retournée avec l'introduction n'est pas bonne, sans savoir exactement le pourquoi du comment. La réussite étant fondée beaucoup trop souvent par le passé sur l'imitation du maître. En fait, pour réussir une introduction en histoire, il faut simplement expliciter comment ça se fait. Ça se fait en 3 temps, présentation, problématique, plan. La présentation présente l'espace et le temps, etc. Vous voyez, mais quand on donne évidemment avec précision, qu'on explicite bien où on va et pourquoi on va là, pourquoi l'introduction est tellement capitale, parce que c'est la présentation de tout un raisonnement et que ça donne envie au lecteur d'aller voir la suite et qu'elle doit être particulièrement motivante pour le lecteur, le jeune va beaucoup mieux comprendre. Donc, expliciter, c'est vraiment expliciter le sens et les buts. Or, trop souvent encore dans l'enseignement, l'élève, le jeune passe du cours de maths au cours de SVT, au cours d'histoire et on reprend au grand 2, petit 3 de quelque chose qui ne fait pas nécessairement sens. Or, si ça ne fait pas sens, il est vraiment très, très, très difficile de construire des apprentissages. Donc, prendre ce temps de l'explicitation de la démarche. Voilà, c'est ce que, pour en revenir au mot savant dont parlait Annette, on appelle aussi la métacognition. Ça permet aussi aux jeunes de comprendre comment il apprend. Parce que tant qu'il ne l'a pas pas complètement, mais partiellement saisi, c'est quand même assez difficile d'avancer. Voilà. Complètement. Alors, il y avait un très joli mot d'une chercheuse en sciences de l'éducation qui s'appelle Emilia Ferrero. Et donc, qui disait, voilà, et ça fait écho avec tes propos, Françoise, qui disait, mais finalement, voilà ce qu'il faut se poser comme question face à un enfant. Et elle posait la question, comment les enfants s'y apprennent-ils? Et elle mettait entre parenthèses, bien sûr, le A et le P de apprendre. Donc, comment les enfants s'y apprennent-ils? Comment les enfants s'y prennent-ils? Hein? Et je crois que ça illustre parfaitement les propos que vient de donner, donc que vient de développer Françoise. Comment un enfant s'y prend? Voilà. Complètement. Et je me permets d'ajouter sur le Annette Gien, dont vous parliez de l'erreur et de l'échec. Et je trouve qu'il y a un gros sujet là-dessus. En tout cas,
valoriser l'échec, valoriser l'erreur comme un tremplin potentiel pour rebondir, comme une source d'apprentissage infini, puisqu'en fait, bien souvent, enfin en tout cas nous chez Chemin d'Avenir, et moi c'est ce que je vois notamment quand on se déplace dans nos établissements partenaires, de jeunes qui par peur d'échouer, du coup ne tentent rien et n'expérimentent rien. Et en fait, l'échec, ça participe à l'ouverture des horizons et juste je me sens capable, c'est l'estime de moi qui est en jeu, etc. Et bien souvent, quelques professeurs, malheureusement, ont une idée un petit peu négative de l'échec, de l'erreur. Et ça, je pense, enfin, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup parlé personnellement et je pense que c'est le cas aussi de certains nombres d'enfants et de jeunes qui a tout un travail à déconstruire là-dessus et à reconstruire pour, en fait, leur dire, mais allez-y, tout est permis et il n'y a pas... et si vous faites un pas de travers, bah, justement, ne le voyez pas comme quelque chose de négatif, mais au contraire, chouette, je vais pouvoir apprendre, je vais pouvoir rebondir, je vais pouvoir voir que je me suis trompée et du coup, la prochaine fois, ne pas refaire la même chose. C'est comme ça, c'est en expérimentant aussi que les jeunes et les enfants apprennent parce qu'ils adorent expérimenter. Enfin, c'est ça, ça revient aussi à ce que vous disiez. Oui, et la notion de jeu qui apparaît dans le chat, Oui, et il y a des questions autour du jeu. Voilà, dans un jeu, on se trompe, on recommence, voilà, on peut perdre éventuellement et gagner la fois d'après. C'est vraiment très important. Et là, bon, il nous faudrait beaucoup de temps pour en parler, mais c'est un des très, très gros problèmes du système scolaire français qui est pointé par les enquêtes internationales, PISA en particulier. Le gros problème des élèves, et alors là des petits jusqu'aux grands, on le voit au DNB, au brevet des collèges, donc qui s'appelle le DNB maintenant, le bac, même chose, mais Annette pourra confirmer, on a des élèves en France qui préfèrent ne pas répondre que se tromper. Et c'est gravissime. Et ça dure très longtemps. Ça peut même durer lorsque l'on est étudiant. Et donc, en fait, cela veut bien dire que l'on ne sait pas, premièrement, comment s'y prendre, on ne sait pas comment on apprend, et il y a aussi cette infamie de l'erreur. C'est absolument épouvantable. Et ça empêche d'apprendre, clairement. Donc là, c'est vrai que ce que disait Annette au début, la relation de confiance que le mentor arrive à nouer avec l'enfant ou le jeune est évidemment capital, puisqu'on sait que s'il n'y a pas de bienveillance, l'enfant, le jeune ne va pas prendre le risque de se tromper, puisqu'il va être jugé. Voilà. Et Christine nous dit que ça dure dans le monde du travail. Je suis complètement d'accord avec elle. Et d'où l'importance de traiter ça le plus tôt possible et dès la maternelle, l'école, le collège, le primaire, parce qu'en fait, c'est des acquis, c'est des mentalités qui se développent et on sait tous combien c'est dur de les changer et que ça prend du temps. Donc, plus le travail est fait tôt, mieux c'est pour la suite et pour l'élève. Et j'ajouterais même que la chance d'être accompagné par un mentor, c'est aussi l'occasion de montrer que parfois les adultes, eux aussi, ils peuvent se tromper, ils peuvent perdre quand il s'agit d'un jeu et c'est pas grave. Et c'est important du coup que les enfants et que les jeunes puissent s'en rendre compte aussi parce qu'ils n'ont pas forcément l'occasion de voir ça non plus tous les jours. C'est vrai, d'ailleurs, Lorraine, tu pourras me compléter, mais nous, chez Chemin d'Avenir, on a un système de parrainage qui fonctionne à distance. Donc, on est la seule association du collectif Mentorat à fonctionner à distance, là où tout fonctionne en présentiel. Du coup, on a beaucoup réfléchi à ces questions-là de comment traiter ces enjeux à distance. Et on voit aussi beaucoup que rien que le fait que le mentor partage son expérience, qu'il a vécu, son parcours, et ben tout de suite, ça peut... le jeune peut se dire ah ouais mais en fait c'est possible, l'erreur c'est possible et c'est pas grave si je la fais, etc. Et il y a vraiment une possibilité d'identification et puis voilà de plus de proximité entre le jeune et le mentor parce que relation de confiance, d'écoute et de bienveillance assez essentielle, indispensable. Tout à fait. Et du coup, cette idée, effectivement, de pas forcément renvoyer une image
complètement parfaite de soi-même, puisqu'on n'est pas des êtres parfaits. Au contraire, on s'est parfois trompé, on a rebondi, on a changé de domaine, on a pu faire des erreurs aussi. Et c'est important que les jeunes aient ce genre de modèle aussi autour d'eux. Donc, c'est plutôt une chance. En tout cas, c'est comme ça qu'on le voit, nous, de notre côté. Je crois que Annette vient nous a quittés. Elle a dû peut-être un problème technique. Je pense qu'elle va se reconnecter. Est-ce que vous avez d'autres... Est-ce qu'il y a pareil, il y a des situations qui font écho à ce que vous vivez avec vos jeunes accompagnés? N'hésitez pas à nous... Si vous voulez nous partager un témoignage, c'est aussi bien de s'appuyer là-dessus pour nourrir nos échanges. Et sinon, on va passer à la troisième question, puisque j'ai encore des questions. Une question qui concerne plutôt la pérennité de la motivation. C'est-à-dire que c'est une chose de l'activer, de la développer, c'en est une autre de la garder, de la maintenir. Et on sait tous combien cette période d'échange à distance, de se retrouver avec son environnement familial, surtout quand il n'est pas forcément évident, ça peut être compliqué pour un jeune. Comment activer et faire en sorte de maintenir la motivation en règle générale, puis dans les échanges que vous avez en tant que mentor? Alors, je vais juste donner des éléments parce que là, je dirais que vous posez pratiquement une question professionnelle qui est à laquelle beaucoup d'enseignants aimeraient bien avoir réponse. Bien sûr, c'est le plus difficile de maintenir la motivation dans la durée et surtout à distance. Et je dirais que bon, pour maintenir cette motivation, moi je pense qu'on a déjà dit beaucoup d'éléments. Moi, je m'appuierai, j'essaie de me représenter un petit peu la situation où se trouvent les mentors sur le long terme. Et je pense que cette pérennité ne peut s'appuyer que sur l'échange, la complicité quelque part qui se noue et un échange où le jeune va pouvoir véritablement faire part au mentor des nouveaux problèmes qui se posent à lui dans le retour au collège, dans le retour au lycée. Je pense aux élèves de troisième, de terminale qui vont être confrontés, vous savez, à la question, je ne sais pas si certains mentors ont cette difficulté. Il va y avoir le problème du DNB et du bac, d'avoir ou pas ces examens, de désamorcer l'angoisse. On a été confronté, Annette pourrait le dire aussi, on a été confronté au fait que certains parents ont demandé à des chefs d'établissement de faire redoubler leurs enfants, tant ils étaient forte demande des parents qui sont persuadés que ça va être insurmontable. Donc, je pense que l'échange, vraiment l'échange en permettant aux jeunes de vous poser des questions et vous d'y apporter autant que faire se peut. Je regarde le chat en même temps. Voilà, ça va être véritablement très important. Alors, les âges vraiment critiques, c'est lorsque vous allez avoir un élève qui est soit en CM2, soit en troisième, soit en seconde et même en première avec la réforme du bac. Les enfants, évidemment, en CM2 vont être particulièrement inquiets de la perspective de l'entrée en sixième. Même chose pour les troisièmes en seconde et même pour les secondes en première parce qu'il y a cette fameuse réforme du lycée qui a fait couler tellement d'encre avant la période du déconfinement. Là, bon, vous n'allez pas vous transformer en conseiller d'orientation brutalement. Il vous faut simplement les rassurer,
il semble tout à fait évident que la rentrée de septembre n'aura pas l'allure des rentrées habituelles, c'est-à-dire que nous, on sait déjà en tant qu'inspectrice que les 2 mois de septembre-octobre vont être consacrés à reprendre les apprentissages qui auraient dû être menés dans l'année précédente, évidemment les stabiliser, les renforcer pour pouvoir ensuite reprendre une année à partir du retour des vacances d'automne. Voilà. Et vous avez même déjà des enseignants qui demandent des allègements de programmes. Donc, vous pouvez rassurer là-dessus. Et ça ne sera pas une rentrée, bien sûr, habituelle. Mais vous avez des parents qui doivent transmettre un certain nombre d'angoisse, comme je vous le disais, cette idée de demander des redoublements. Il faut aussi dédramatiser. Vous avez des enfants dont les études sont interrompues par la maladie, par un accident, 1 ou 2 mois, et qui raccrochent parfaitement. C'est bien ce que disait Léo plus haut dans le chat. On n'apprend pas, fort heureusement, qu'à l'école. Et il faut vraiment insister sur ce point. Alors, le DNB et le bac, je ne sais pas si c'était la question que posait Sakurazaki. Le DNB et le bac sont obtenus grâce au contrôle continu. Donc, il n'y a pas d'examen à passer pour les élèves de 3e et pour les élèves de terminale, même chose, sauf pour ceux qui se situeront entre 8 et 10 de moyenne à leur contrôle continu et pour lesquels il y a un oral, l'ancien oral de rattrapage. D'accord. Alors là, les opérations pour l'orientation en 3e, les opérations d'orientation en lycée pro ou en général sont en train de se dérouler et sont pratiquement achevées. Elles ont lieu en distanciel avec les chefs d'établissement. Donc, si le jeune que vous avez est inquiet parce que voilà, il a l'impression que les choses ne se sont pas faites, il faudrait qu'il prenne contact avec son établissement, que sa famille prenne contact, que vous l'encouragiez vraiment à le faire parce que ça a lieu en ce moment. Hein. Alors, il y aura bien évidemment plus de souplesse que les années précédentes et aussi le rassurer. Nous, on a déjà discuté avec les chefs d'établissement sur le fait que, vous voyez, il y aura éventuellement des ponts possibles. Les chefs d'établissement disaient qu'on on serait plus large sur les passages en lycée général, quitte à revoir des orientations si elles posaient problème. Mais vraiment, là, il est assez important de les encourager à prendre contact, peut-être à les aider, peut-être même à les assister lors de cette prise de contact. Parce qu'on peut imaginer que vous avez affaire à un jeune. D'accord, je vois la question pour la jeune dont il est question. Oui, d'accord. Donc là, il faudrait vraiment aider pour la prise de contact avec l'établissement. Ouais, effectivement, vous êtes potentiellement un lien entre l'établissement, le jeune, la famille. Donc, il ne faut pas hésiter aussi si vous percevez, si vous avez en tout cas si vous faites des constats, de les partager avec les parents ou de discuter en incluant plusieurs acteurs dans la boucle, puisqu'en fait, comme on le dit, l'école et le collège, le lycée n'est pas le seul endroit où les apprentissages peuvent se faire. Et nous, chez Chemin d'Avenir, on parle beaucoup de construire un écosystème de réussite avec les jeunes. Enfin, autour des jeunes, c'est un terme un peu technique, mais en fait, c'est ni plus ni moins de se dire que on a tous les acteurs de l'accompagnement des jeunes ont potentiellement un levier à activer qui lui permettent de réaliser son potentiel et de se réaliser lui-même, et que plus on travaille en synergie, ou en tout cas de façon concertée et cohérente, mieux ce sera pour le jeune et pour son avenir.
Alors, donc on nous dit le problème est qu'elle n'a rien rendu comme devoir pendant le confinement. Si j'ai bien compris, là j'essaye de la remotiver, mais travailler c'est compliqué. Et effectivement, je pense que vous avez d'ailleurs des chiffres un petit peu plus précis que les miens, Françoise et Annette, sur le nombre de jeunes qui a décroché du fait du confinement, sachant que, encore une fois, l'opération mentorat d'urgence ne prétend pas du tout apporter une réponse à des jeunes qui étaient déjà en période de décrochage avant le confinement, mais plutôt s'attaque aux jeunes qui font face au risque de rupture pédagogique ou alors qui ont décroché du fait du confinement parce que un contexte familial difficile et encore une fois, ça dépend du territoire dans lequel ils grandissent et le contexte socio-économique, mais voilà, des jeunes qui sont qui potentiellement lâchent l'école et perdent le lien et le contact avec l'école. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, je pense que le rôle premier, presque majeur que peut jouer le mentor, c'est renouer ce lien avec l'apprendre. Vraiment, pour vous, et c'est déjà un enjeu énorme, mais je pense que vous ne pouvez pas construire d'apprentissage avec les élèves, ça me semble très très difficile. Vous pouvez les soutenir, renforcer les apprentissages déjà faits, mais surtout renouer ce lien avec la chose scolaire, la place de l'école dont parlait Annette à un moment. Ça, c'est un enjeu véritablement considérable parce que plus ça se délite, plus le retour en classe sera bien évidemment compliqué pour ce type de jeunes. Si déjà vous arrivez à maintenir ce lien, à donner du sens au fait d'apprendre, donc ça me semble absolument considérable. Voilà. J'ai précisé dans ma réponse sur les travaux qui n'ont pas été faits pendant le confinement. Normalement, ces travaux, c'est très très clair, hein. Le ministre a été clair sur ce point-là et vous pouvez retrouver les textes très facilement. Je peux vous donner les liens d'ailleurs si besoin est. Ces travaux, vous dites qu'elle n'a pas rendu grand-chose pendant le confinement. Cela ne doit en rien déterminer une orientation, bien sûr, puisque ces travaux ne doivent pas être notés, évalués, comme on dit dans notre langage, notés, et surtout ne doivent pas être pris en compte dans les moyennes, dans le contrôle continu, pour le passage dans les classes supérieures. C'est très, très important, bien sûr, hein. Bon, parce qu'alors là, on aggraverait les inégalités d'une manière absolument incroyable. Oui, alors veuillez m'excuser, hein, j'ai eu un problème de connexion. Je suis en zone rurale, j'en témoigne. Je voulais simplement compléter les propos de Françoise et par rapport au rôle du mentor et par rapport aux difficultés que vous soulevez. Hein, alors Anaëlle, je ne sais pas quel âge ont ces deux sœurs. En tout cas, par rapport à ce rôle du mentor, je crois que vraiment, c'est un peu comme le titre d'une ancienne chanson, c'est prendre un enfant par la main. Hein. Pour ma part, c'est vraiment le prendre par la main de là où il est, et puis peut-être effectivement prendre le temps de reconstruire ce lien avec l'école. Reconstruire ce lien avec l'école parce que je pense aussi que pour certains, eh bien, la famille n'a pas pu continuer ce lien avec l'école. Hein. Donc les familles, elles sont ce qu'elles sont, hein. Elles apportent d'autres richesses, mais bon, pour parfois, elles ne comprennent pas justement cette culture de l'école et dont Françoise disait qu'elle était souvent implicite, cette culture de l'école. C'est-à-dire qu'on ne prend pas le temps de l'expliciter. Donc je pense que si on est mentor en cette fin d'année, moi il me semble qu'il faut vraiment tisser cette relation de confiance, écouter l'enfant, le faire parler et puis le reconduire peu à peu sur le chemin des apprentissages. C'est-à-dire au sens étymologique du terme, hein, accompagner l'enfant sur le chemin des apprentissages. Hein. De la même
Ah oui, donc elles sont au collège, c'est ça, 5e et 4e. Oui, c'est un âge compliqué, c'est sûr. Donc, et par rapport donc à la question que vous posiez hein, sur le nombre de jeunes qui ont décroché, les différents chiffres qui circulent, etc. C'est vrai que moi, en fonction, enfin là, pour l'instant, dans les visites d'école que je fais, on distingue nettement, alors ceux qui ont suivi, si j'ose dire, hein, l'enseignement à distance, et puis il y a une catégorie de ce qu'on appelle les non-répondants, hein, c'est-à-dire que ils n'ont renvoyé aucun travail, les parents se sont contentés de dire oui, tout va bien, hein, mais clairement, ils n'ont pas été répondants entre guillemets. Hein. Et puis, il y a une autre catégorie, certains enfants, même à l'école, hein, qu'on a perdus, hein, vraiment, hein, et pour lesquels on a activé eh bien, des réseaux type assistante sociale, suivi, parce que là, vraiment, on est très inquiet hein, par rapport à ces enfants. Oui, complètement. Et c'est vrai qu'il faut bien aussi garder en tête que potentiellement les familles sont aussi anxieuses, voire même plus que leurs enfants face à cette crise, se sentent complètement démunis et désarmés parce que ne savent pas comment aider leurs enfants dans les apprentissages et quel lien préserver ou pas avec l'école. Donc il y a aussi un gros travail du côté de la famille, mais en tout cas, vous n'êtes pas psychologue, vous n'êtes pas assistant social, etc. Votre rôle, comme ça a été dit et répété, c'est juste de garder, je dis juste, mais en fait, c'est déjà énorme, de garder le lien et de préserver ce lien, et que vous êtes potentiellement une fenêtre sur l'extérieur qui vraiment permet aux jeunes et à l'enfant de sortir de son contexte et d'aborder des nouvelles choses. Donc ça, c'est assez important. Et puis, je pense qu'effectivement, il faut privilégier la construction d'une relation de confiance. Et j'en parlais l'autre fois avec une mentor, mais qui se sentait un petit peu déstabilisée parce qu'elle avait parlé elle avait passé sa première séance de 2 heures à parler de choses... de ne pas rentrer dans le dur au niveau des apprentissages, de l'exercice de maths qu'elle avait à faire en l'occurrence, etc. Et je lui dis, mais c'est pas grave, tout ça, c'est aussi des éléments qui sont essentiels pour que le jeune vous fasse confiance, parce que c'est pas forcément évident à cet âge-là d'échanger avec un inconnu qui plus est à distance dans ce contexte-là, etc. Donc, ça prend du temps, c'est normal. Et puis après, il y a tous les charmes de l'adolescence qui font que un jeune, on ne sait pas pourquoi, ça peut être très très motivé et le lendemain plus du tout, le surlendemain revenir, etc. Enfin voilà, ça fluctue, c'est des humeurs, c'est un tout, c'est vraiment le contexte de chaque jeune qui va conditionner et qui va impacter la relation. Mais je pense que c'est de la patience, de la bienveillance et de la confiance sur lesquelles il faut s'atteler. Alors, sur les questions que pose Anaëlle avec ces 2 jeunes de 5e et de 4e, et pour compléter ce que vous disiez, Laura, c'est vrai que une adolescente, 5e, 4e, ce sont des adolescentes. Bon, il faut bien se dire que les préoccupations principales sont le contexte amical, la famille, et les préoccupations de ce type vont bien sûr parasiter absolument constamment ce que vous tentez de mettre en place. D'ailleurs, vous le dites, vous dites que le contexte familial est assez instable, et comme le disait Laura, vous n'allez pas résoudre tout cela. Si vous maintenez un lien, si vous arrivez à ce qu'elle parle, à proposer peut-être des supports, là on va être dans la motivation avec des supports, regardez avec toute l'actualité, vous pouvez peut-être partir des événements qui se produisent aux États-Unis, chez nous, voilà, partir de choses extrêmement concrètes et qui peuvent les motiver pour faire de l'anglais, du français, voyez, et ne pas ambitionner de traiter tous les devoirs, de tout faire, mais simplement déjà de nouer ce lien.
sachant que c'est compliqué. Vous savez que la classe la plus redoutée chez les enseignants, c'est la classe de 5e. 5e, déjà en 4e, à l'époque où j'étais en collège, c'était plutôt les 4e. Mais vous savez, ça se produit de plus en plus tôt. La 5e est une classe difficile, surtout chez les jeunes filles qui sont vraiment dans des problématiques qui ne sont plus du tout les mêmes qu'à 18 ans. Voilà. Donc, ne pas vous culpabiliser non plus. Là, je pense que le moyen, c'est peut-être le sujet pris dans l'actualité, voilà, faire de l'anglais à partir d'un texte de chanson, partir de quelque chose que vous avez trouvé, une petite vidéo que vous discutez, voilà. Mais ne pas ambitionner de résoudre tous les problèmes scolaires. Juste de le bien. De la même manière, alors si je rapporte au premier degré, c'est vrai que commencer par exemple une séance de mentorat en lisant une histoire à l'enfant, commencer également par une devinette, un qui suis-je, commencer éventuellement par mais que penses-tu de ça, enfin, de manière à susciter la parole de l'enfant, son adhésion, sa réflexion, sa curiosité, sans pour autant d'emblée lui dire bah, écoute, qu'est-ce que tu as à faire comme devoir et moi je vais t'aider sur l'exercice de maths. Bien sûr, on va y arriver à l'exercice de maths, c'est ce que dit Françoise, bien entendu, et par ce qu'on appelle un détour. Un détour pour mieux y arriver. Parce qu'on sait bien que l'enfant qui va arriver, si on ne prend pas en compte l'état dans lequel il est, eh bien de toute façon, il aura quelque chose d'autre en tête qui va le parasiter et qui ne permettra pas un véritable lien et un véritable apprentissage. Donc très clairement, il faut, si je puis dire, en début de séance, eh bien, poser le cadre, et puis qu'il pose, lui, entre guillemets, ses valises avant d'entrer dans ce cadre, et puis de totalement se consacrer donc à sa relation avec le mentor. Et je pense que c'est assez important, effectivement, comme vous le disiez, vous faites, en tant que mentor, vous faites ni partie de la sphère familiale, ni partie de la sphère scolaire. Et c'est d'ailleurs ce qu'apprécie le jeune en général. Et donc, il ne faut pas, surtout pas le brusquer et garder votre juste place entre ces deux sphères-là, en n'étant pas là pour faire la police auprès du jeune ou quoi que ce soit, parce que sinon, vous risqueriez d'abîmer la relation de confiance ou que le jeune ne se sente pas entendu et écouté et que se sente jugé. Et là, pour le coup, c'est le meilleur moyen de perdre tout lien avec le jeune ou avec l'enfant. Oui, mais je suis bien d'accord avec toi, Laura, sauf que comme le dit Anaëlle sur le fait qu'elles soient peut-être sur leur portable et ne pas avoir envie de les fliquer, c'est effectivement ça, cette idée de pas toujours être négative aussi, qu'on peut complètement entendre. Mais moi, je reviendrai sur ce que Anaëlle nous disait avec cette construction du cadre. C'est aussi fixer des limites et je pense que c'est important de rappeler, notamment en début de séance, et plus ils sont grands et plus c'est facile de le faire, que effectivement, peut-être que pendant ce temps-là, on va éviter de prendre son téléphone portable pour écrire à ses copines et qu'on pourra le faire un petit peu plus tard. En revanche, s'il y a des recherches à faire, qu'elles puissent l'utiliser, par exemple, parce que c'est effectivement quelque chose qui est assez facile pour eux habituellement. Mais je pense que ce cadre et ses limites sont quand même à fixer. On n'est pas à l'école, on n'est pas les parents, c'est pas la même chose. Néanmoins, il y a toujours cette question aussi de respect, d'écoute. Et je pense qu'il faut que vous soyez aussi à l'aise avec justement ce cadre que vous allez co-construire en fait dans les premiers échanges que vous allez avoir ensemble. Donc, ne pas hésiter à en discuter, à comprendre aussi ce qui se passe et à pouvoir lui dire ce qui vous gêne si ça vous gêne. Je pense qu'effectivement, c'est ce que vous dites, Lorraine, c'est la co-construction du cadre. Même, et moi, je pense que j'irai même plus loin. En tout cas, pour un jeune enfant, le cadre est important pour lui. C'est ce qui va le rassurer. Le jeune enfant a besoin de repères. Alors, bien entendu,
pas de repères qui sont assenés de manière, enfin, manu militari, c'est pas cela. Et moi, je préfère le terme de co-construction, hein, mais il est très clair qu'à un moment donné, quand l'enfant déroge à ces règles qu'on a construites ensemble, eh bien, il faut savoir le lui dire. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Et je me répète, ce sera rassurant pour le jeune enfant. Et en plus, parce qu'on est dans ce contexte aussi où vous êtes bénévole, vous donnez de votre temps gratuitement, vous vous engagez, voilà, que ça va aussi dans le sens de la responsabilisation du jeune en étant, une fois que les règles sont posées, les contours du cadre sont posés, voilà, ne pas hésiter à dire c'est une relation d'égal à égal à ce niveau-là, et puis voilà, ne pas hésiter à dire s'il y a des choses qui sont dépassées alors que ce n'était pas forcément prévu dans le pacte d'origine. D'autant plus que, comme le dit Françoise dans son commentaire, c'est vrai que tous les cadres ont volé en éclats, hein. C'est d'autant plus important, effectivement, que de penser à ce cadre, hein. Et moi, j'ai coutume de dire qu'un cadre, c'est un espace dans lequel l'enfant va pouvoir se mouvoir en toute liberté. Donc, je pense qu'il y a, c'est peut-être paradoxal, mais le cadre, bien sûr, on le sait tous, favorise la liberté, ou la liberté suscite le cadre. Enfin, je ne sais pas dans quel sens il faut le prendre, mais en tout cas, c'est d'autant plus vrai à la lumière du commentaire de Françoise. Très bien, merci beaucoup pour ces informations et pour ces retours. Maintenant, une petite question sur peut-être si vous aviez des écueils à éviter ou qui seraient contre-productifs concernant la motivation des enfants et des jeunes, quels seraient-ils et quels seraient vos retours là-dessus? Alors, pour le jeune enfant, moi, je pense que ce qu'il faut vraiment éviter dans le contexte qu'on est en train de vivre, mais plus généralement d'ailleurs, hein, j'aurai le même discours de manière générale, je pense qu'il faut éviter comment dire, la compétition, l'esprit de compétition. On va essayer de rattraper tout ce que vous n'avez pas fait à l'école. Enfin, tout comme ça. C'est-à-dire que j'ai envie de dire là que ben voilà, effectivement, il faut accepter la situation telle qu'elle est et se dire que de toute façon, on ne va pas poser ça en termes de rattrapage, de compétition, de se dire voilà, il faut faire ça, ça, ça et ça. Je pense que non, c'est pas comme ça. Je pense que ce serait vraiment contre-productif pour de jeunes enfants. Je pense que c'est justement le fait de s'accorder du temps, de prendre le temps de nouer une relation de confiance qui fera gagner du temps ensuite pour véritablement, effectivement, aller peut-être sur le chemin des apprentissages ou de révision ou de confort par rapport à des notions. Mais je pense que ça serait cette notion de compétition. Oui, moi, vraiment, j'ai ce terme en bouche. Je ne sais pas, François, si tu en as un autre, mais… Oui, ça me semble tout à fait pertinent. J'ajouterais peut-être, voilà, mais je pense que dans l'échange en distanciel, la question ne se pose pas, mais vraiment privilégier l'échange, ne pas se lancer dans de grands exposés magistraux, entre guillemets, mais vraiment l'échange. Et par ailleurs, tout ce qu'a dit Annette me semble absolument évident, ne pas envisager de rattraper, voilà, de construire de nouveaux apprentissages, encore moins. Ce serait vraiment beaucoup trop ambitieux et contre-productif dans la relation. Vraiment. Je vais vous partager dans le chat quelques ressources
notamment que vous m'avez envoyé, Madame Delastre et Madame Gien. Comme ça, vous pourrez, enfin voilà, c'est des ressources qui sont surtout sur comment entretenir le lien à distance et comment susciter la motivation des enfants et des jeunes. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Oui, et moi je rebondis d'ailleurs sur ce que disait Julie, savoir montrer son désaccord, c'est super important. Effectivement, je pense que ça développe beaucoup l'esprit critique des enfants et des jeunes, que ça a aussi déconstruit cette image de il y a une vérité formelle pour tout et je m'y plie et je ne la conteste pas. Et voilà, c'est aussi source d'apprentissage, de remettre en question les choses et ça permet de travailler un esprit critique, un esprit de synthèse. Alors effectivement, esprit critique, hein, et dans ce que vous dites, hein, chez le jeune enfant, lui demander d'argumenter, hein, lui demander de trouver des arguments, de justifier. Hein, je pense que c'est aussi très important dans l'échange qu'on peut avoir. Et puis peu à peu, après, eh bien c'est un détour vers d'éventuels apprentissages. Alors là, le lien qui s'affiche, effectivement, c'est un travail du département, donc à destination d'enseignants, hein, donc c'est pas à destination de mentors, mais ça me paraissait… Je n'aurais pas dû le partager peut-être. Si, au contraire, vous n'imaginez pas, la Nièvre va devenir célèbre quasiment dans toute la France. Voilà, déjà qu'on ne sait pas trop qu'on existe, mais donc voilà. Donc la Nièvre réfléchit aussi, elle pense. Et là, vous avez à disposition. Donc c'était pour cela que j'avais fait. Je vous ai mis à disposition donc ce Google Drive et vous verrez que à destination des enseignants, c'est comment mener des apprentissages en distanciel. D'accord? Alors c'est pour des enseignants. Mais je pense que vous avez sans doute quelques fils à tirer en tant que mentor, sans que pour autant vous soyez des enseignants ou des assistants sociaux. Ça, on l'a bien dit. Hein. Je pense que voilà, le cadre, le domaine de compétences de chacun est respecté. Je finis de vous mettre quelques… Je me permets, Madame Delastre et Madame Gien, de partager ce que vous m'aviez envoyé. Hein. C'est possible. Oui, pas de souci. Même remarque, Canette, cela s'adresse à des enseignants, mais il y a des pistes à tirer. Hein. Voilà. Hop là. Très bien, je vois que l'heure tourne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des mots, d'autres choses à aborder? Est-ce que vous voudriez synthétiser cela ou est-ce qu'on a fait le tour? En tout cas, c'était très riche et passionnant comme échange et merci encore à vous deux d'avoir accepté de participer et c'était vraiment très riche d'avoir vos deux points de vue. Donc, merci beaucoup. Je pense que ça a donné des billes et des outils nécessaires pour les prochaines relations. Pour rappel, cette opération de mentorat d'urgence, du coup, elle a été initiée pendant la période de confinement. Elle va se terminer à la fin du mois de juillet, mais évidemment, en fonction de l'envie du jeune et de l'enfant et en fonction de l'envie du bénévole, elle pourra, et on encourage à ce qu'elle se poursuive jusqu'à la fin de cet été. Donc voilà, si c'est souhaitable et possible pour vous, on vous encourage à garder le lien. Et de toute façon, de notre côté, le collectif Mentorat fera un bilan à l'issue de l'opération pour savoir quelle suite on lui donne. Merci encore aux intervenants. N'hésitez pas pour les mentors qui ont des questions ou quoi que ce soit à me contacter par mail avec l'adresse que j'ai mise dans le chat. Et du coup, pour l'annonce du prochain webinaire de mercredi midi prochain, ce sera sur le thème d'appréhender la différence, notamment la différence socioculturelle, générationnelle, etc. On fait face à beaucoup d'enfants et de jeunes qui grandissent dans des contextes avec des parents qui tout simplement ne parlent pas du tout français. Donc, ça peut être un challenge supplémentaire. Et donc, l'objectif, c'est de prendre du recul face à la différence quelle qu'elle soit, ne pas se projeter soi-même
et comment faire preuve d'empathie et de tolérance dans ce cadre de différence. Merci beaucoup encore à nos deux intervenantes. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt. Merci à vous. Voilà, je voulais simplement, excuse-moi Françoise, donner un coup de chapeau à l'association Chemin d'Avenir, parce qu'avec Françoise, quand on a vu que vous étiez engagée dans mentorat d'urgence, eh ben on s'est dit ça ne nous étonne pas finalement. Ils sont à la hauteur de nos espoirs, et un coup de chapeau à tous les mentors que nous avons vus sur écran et pour leur implication au service de nos jeunes. Vraiment, merci infiniment. Oui, Annette a tout dit. Merci beaucoup. Et je tiens d'ailleurs à souligner qu'aujourd'hui, il y a à peu près 3000 binômes qui sont formés. Et j'ai échangé encore l'autre fois avec une mentor qui me disait qu'elle échangeait depuis le début du confinement 2 heures par jour avec un CP. Et honnêtement, ça fait une différence. Et ne sous-estimez pas votre rôle. C'est hyper important pour les jeunes. Et vraiment, merci à vous de votre engagement. Oui, bravo. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup.